Bonjour à toutes et à tous. Merci Rebecca. En fait, j'ai un peu de pression à ouvrir effectivement cet événement, mais en tout cas, merci beaucoup Sarah pour l'invitation. C'est un peu piégeux Cannes parce que c'est quand même le seul événement où on parle à 10h30 et on se couche à 3 heures avant, mais ça va aller. Euh, Quelques mots effectivement sur ce sujet qui m'anime. Moi, j'ai un doctorat sur le sujet que j'ai passé avant le passage aux années 2000. Donc c'est un sujet qui m'intéresse de longue date. Et quand j'ai suivi mes études dans les années 90, j'étais passionné de science-fiction. J'ai suivi des études principalement parce que j'avais été fasciné par 2001, Blade Runner, et cette idée que peut-être un jour la machine atteindrait ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire ce moment où on dirait que la machine est plus intelligente que l'homme. Alors évidemment, la première question, c'est ça veut dire quoi plus intelligente? On n'a jamais su le définir depuis l'aube de l'humanité, mais c'est ce moment où, en parlant avec une machine, donc c'est le test de Turing, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une machine. Donc c'est typiquement la scène dans Blade Runner du test de Voigtkampf. Et ce moment-là, quand je suivais mes études, on me disait, ben voilà, tu comprends bien que ça n'arrivera jamais. Tu comprends bien une IA ne pourra jamais gagner au jeu de Go. C'est bien trop compliqué, c'est bien plus compliqué que les échecs, encore moins au poker, parce qu'il y a de l'émotion et que les cartes ne sont pas connues. Les jeux vidéo, on n'en parle même pas, parce que là, la complexité ne peut absolument pas être appréhendée. Et au moment où on se parle, tout ça a été largement balayé. Et l'IA aujourd'hui, vous l'aurez remarqué depuis novembre 2022 avec ChatGPT, ressemble de plus en plus à un humain. Et si Alan Turing était vivant, je ne sais pas comment il jugerait le fait que la singularité est advenue ou non. Et c'est pour ça qu'on a cet événement, c'est pour ça qu'on se réunit, c'est qu'on a un moment assez particulier de l'histoire de l'humanité, où cette vieille discipline qui a été créée en 56, dont on a beaucoup été déçus, 2 fois avec 2 hivers dans le XXe siècle, aujourd'hui, particulièrement ici, à Cannes, dans ce temple, dans l'industrie du cinéma, on se dit que peut-être elle pourrait nous remplacer. Alors ça, encore une fois, il y a quelques années, ça paraissait complètement improbable. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, des IA, et c'est très simple pour ceux et celles qui n'ont pas encore essayé, vous pouvez vous en convaincre facilement, peuvent composer de la musique. Vous allez sur Spotify, vous suivez des Flow Machines, des Emily Howell, et vous allez voir de la musique classique. Vous allez voir le robot Shimon qui improvise du jazz façon Thelonious Monk. Vous allez voir donc des IA qui créent de la musique. Vous allez voir des IA qui peignent avec le collectif Obvious. Souvenez-vous, qui a vendu une œuvre près d'un demi, je crois que c'était un demi-million à Sotheby's il y a quelques années. Et vous avez des IA qui écrivent des scénarios. En 2016, Sunspring, le film avec Thomas Middleditch, qui a joué dans Silicon Valley d'ailleurs, 9 minutes de court-métrage entièrement écrit avec une IA. Alors, on se pose la question, qui se pose dans tous les festivals depuis l'apparition de ChatGPT, qui n'est qu'une IA générative, puisqu'il y en a évidemment bien d'autres. Il y a Gemini avec Google, il y a des Français, Mistral, qui en ont créé une. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? C'est un modèle qu'on entraîne. Alors pour vous donner une petite idée, ChatGPT, c'est l'intégralité des données du web en 2021. Donc vous aspirez toutes les données du web, et à partir de là, comme modeste contribution, vous permettez à la machine d'apprendre à parler toutes les langues du monde, sans jamais lui donner une indication quant à voilà la grammaire française, voilà la grammaire allemande. Pour une raison que j'ignore encore, et je ne pourrais pas vous aider là-dessus, le japonais est mal maîtrisé, donc je ne sais pas pourquoi. Donc il y a encore quelques pans mal exploités, mais on arrive voilà, sur des IA qui sont capables, à partir de trilliards de données fournies, d'apprendre tous les langages du monde. Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'industrie cinématographique? Vous pouvez, comme en 2016, lui fournir tout ce qui s'est fait autour de la science-fiction, des X-Files à Star Trek, en passant par Battlestar Galactica. Et vous avez une IA qui brasse ça et qui vous fait un scénario original que vous n'avez jamais vu. Et là, je sais qu'il est tôt. Pour certains, ceux et celles qui viennent de se coucher, c'est une question philosophique un peu trop matinale. Mais la question se pose de savoir ce qu'est la créativité. Est-ce que c'est la reproduction et la recomposition d'œuvres passées, mais une recomposition inédite? En quel cas, on est vraiment sur un scénario original avec Sunspring en 2016. Ou est-ce que cette fameuse fulgurance, cette intuition, cet élan créatif, typiquement le mouvement du peintre sur la toile, qui est
entre guillemets, habiter, inspirer, appelez ça comme vous voulez. Et donc l'IA aujourd'hui pose cette question-là déjà. Qu'est-ce que la créativité? À partir de quel moment Midjourney, en reprenant des images, des millions d'images du web, compose une photo, compose une peinture, qui n'a jamais été vue avant? À partir de quand peut-on dire qu'il s'agit d'une création ou non? Est-ce qu'on peut juger, encore une fois, ce film de 2016 comme un film original ou non? Pour les plus vieilles et les plus vieux d'entre nous, nés en 1917, ça rappellera évidemment Marcel Duchamp et l'urinoir. Qui peut dire ce qu'est l'art? Donc l'intelligence artificielle pose cette question-là. Et pose évidemment une question centrale qui va animer la session du jour, c'est la question de l'appartenance et des droits d'auteur. À bien distinguer déjà pour s'il y a des Américaines et Américains qui parlent français dans la salle, donc c'est un peu niche, à bien distinguer du copyright. Mais pour ce qui est du droit d'auteur, en tout cas en France, à partir du moment où une IA va créer une œuvre originale en recomposant un produit, un objet, à partir d'objets préexistants, est-ce qu'on peut considérer que cette œuvre appartient à qui d'ailleurs? À celui qui a tapé un prompt sur Midjourney? À celui qui a développé le logiciel Midjourney? Ou à celles et ceux qui ont composé les œuvres à partir desquelles une N+1e œuvre a été créée? Et la grève SAG-AFTRA des scénaristes, qui était quand même la grève la plus importante depuis l'apparition de la télévision en 1960, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a eu l'industrie cinématographique américaine en arrêt pendant 6 mois. Il y avait beaucoup de revendications. L'une des revendications, c'était autour justement de la créativité et de l'appartenance. Et donc ça, c'est un des sujets clés d'aujourd'hui. L'IA, on va vite dépasser, au bout de 3 minutes 2, le fait que ça va remplacer l'homme. Non. D'ailleurs, c'est écrit. Claude Lelouch a un excellent article dans une interview Madines qui dit que de toute façon, l'IA n'aura jamais l'imagination de l'homme. On peut l'acter. Donc on sera dans une collaboration. Mais à partir du moment où on va collaborer, on va sortir de cette crise où on a peur qu'elle nous remplace, mais on va l'utiliser un peu plus intelligemment pour créer un peu mieux. À qui appartiendra cette œuvre? Et est-ce que tous les gens qui ont créé un objet utilisé pour entraîner une IA qui va en créer un autre doivent être, oui ou non, rétribués pour leur travail? La réponse, je vois une tête qui se hoche, merci monsieur de participer. Bah oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on ne le serait pas? C'est comme si, quand on passe une musique à la télé ou les samples des DJ ne rétribuaient pas les artistes originaux. Question, est-ce que c'est toujours le cas? Donc en fait, la question qui se pose aujourd'hui avec l'IA, elle se posait dans les années 80 avec les DJ, qui, pour information, n'étaient pas considérés comme des artistes. Et je sais qu'il y en a un dans la salle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, ce débat, il est derrière nous. Il sera derrière nous avec l'IA. Par contre, ce qui n'est pas derrière nous, mais devant nous, et d'où l'intérêt de TechCan, et de cette journée en particulier, c'est quel modèle réinventer pour finalement réparer l'injustice du Web 2.0, où on s'est tous pâmés d'admiration sur le fait que vous et moi allons pouvoir créer sur la toile, partager nos photos, partager nos musiques, partager tous l'objet de notre créativité sur le web, sur des plateformes, pas pour vous enrichir vous, mais pour enrichir les propriétaires des plateformes. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de discours politique dans mes propos. Mais néanmoins, ça n'aura échappé à personne. Je pense que personne dans la salle n'a autant d'argent que les créateurs de Facebook ou de Google, de YouTube en l'occurrence. Donc le point, c'est de se dire, le Web 2 a enrichi les gens qui possédaient les plateformes grâce à ceux qui contribuaient sur les plateformes. C'est ce qui est dit dans le documentaire The Social Dilemma sur Netflix, qui m'a été rappelé par Rebecca. C'est que si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Je crois que le Web 3, l'intelligence artificielle et la blockchain en particulier, et pour en 2 mots, blockchain, imaginez un grand livre comptable, c'est une base de données, et c'est un grand livre comptable sur lequel tous les gens qui utilisent cette base de données et écrivent ont une transaction. La transaction est inscrite dans le grand livre comptable, et le grand livre comptable est accessible à tous les gens qui utilisent la base de données. Donc vraiment
c'est l'exemple même de la démocratie participative, où non seulement tout le monde a le droit de contribuer, mais tout le monde a le droit de voir les contributions des uns et des autres, et on peut se mettre d'accord avec ce qu'on appelle des smart contracts sur des règles du jeu, sur, et ben, du coup, quand un tel a dit ça, qu'est-ce qui doit se passer? Vous me voyez venir avec la créativité. Si vous créez un objet grâce à la blockchain, donc dans cet univers du Web3, tout le monde le sait, il y a le tampon sur le fait que oui, c'est bien vous qui avez créé. Et à partir de ce moment-là, et des smart contracts, on peut se mettre d'accord sur un mode de rétribution qui vous reviendrait de manière juste, compte tenu de votre rapport sur la base de données et la plateforme. Donc là, on parle d'une révolution. On parle d'une ouverture qui permet peut-être enfin, dans le Web 3, de réparer l'injustice du Web 2, à savoir la rétribution de ceux qui contribuent sur des plateformes collaboratives. Imaginez ce que peut être le crowdfunding, où tout le monde contribue et peut finalement voir finalement s'attribuer un petit bout d'un objet qui est créé collectivement. On pourra ce qu'on appelle tokeniser, c'est-à-dire créer un token, une monnaie qui permettra ensuite à chacun de voir sa contribution rétribuée. On peut imaginer 1000 modèles, mais tout est à inventer. Et encore une fois, d'où l'intérêt de cette journée et de TechCan. Donc ce qu'on a devant nous, au-delà de la peur du remplacement, de la peur de la technologie qui broie l'humain, ce sont de nouveaux moyens qui peuvent, oui, certes être dangereux, mais comme ça l'était, la charrue agraire l'était lors de la première révolution industrielle, la voiture l'était pour les cochers. Aujourd'hui, l'IA l'est pour chacun d'entre nous. Mais je crois qu'on est de nouveau sur ce pharmacon, c'est-à-dire cet outil qui crée des problèmes, mais en résout. Et ce sont les personnes qui sont là, ici, aujourd'hui, dans les jours à venir, qui vont créer les solutions pour utiliser l'intelligence artificielle, utiliser la blockchain, utiliser toutes les technologies à venir, pour une seule et unique chose qui anime toute la quinzaine. Faire valoir la singularité de chacun et chacune d'entre nous, faire valoir nos points de vue, permettre à notre imagination de se libérer au profit de nouvelles formes d'art, et peut-être trouver un moyen plus juste de se voir récompensé, quelle que soit la forme, pas forcément financière d'ailleurs, pour ce que l'on a apporté au bien commun. Donc c'est tout le programme qu'on peut se fixer pour cette première édition, le début d'une longue série, j'imagine, et j'espère que les échanges seront foisonnants et qu'on trouvera probablement la sortie de cette crise qui n'en est pas vraiment une. Merci à vous. Merci Alexandre, merci beaucoup.